Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Bienvenue à toutes et à tous, c'est excellent, votre rendez-vous de l'excellence française sur Sud Radio tous les dimanches à 19h. C'est une artiste que vous connaissez pour son énergie, sa sensibilité et son regard juste sur nos failles humaines. Comédienne, réalisatrice, podcasteuse et désormais romancière, Audrey Dana est avec nous. Bienvenue Audrey. Merci de m'accueillir, quelle joie. Audrey, vous venez aujourd'hui avec Illuminé, c'est votre premier roman, c'est sorti chez Jean-Claude Lattès, on va en parler bien sûr, sans oublier, vous avez aussi la série Zorro qui passe sur France Télé les dimanches à 20h, et puis vous officiez dedans aux côtés de Jean-Jules Dujardin, puis il y a vos deux podcasts aussi, Sous les jupes des femmes, Regardez l'invisible, autant dire qu'avec vous les frontières sont bien plus poreuses qu'il n'y paraît. C'est un gourmet érudit, un esprit vif, un homme qui fait du ventre une porte d'entrée vers la culture. Le producteur, journaliste et auteur Alain Krugère est avec nous sur Sud Radio. Bienvenue Alain. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Vous publiez chez Albin Michel donc On ne parle pas la bouche pleine. C'est une petite encyclopédie de la gourmandise qui est née de votre émission culte. On y croise Carême, Obélix, Sancho, Panza, Proust, Hugo, La Fontaine, Shakespeare. À travers ce livre, vous nous offrez un regard actuel sur la gastronomie comme fait culturel total. Et ça résonne en cette période de fête. C'est vrai, je dois le reconnaître. Allez, c'est excellent sur Sud Radio, bienvenue chez vous. Audrey Dana, vous êtes illuminée donc. Je ne sais pas, mon héroïne l'est, en tout cas, moi je ne sais pas. Il y a un peu de vous dans cette héroïne, dans cette Alice. Je pense qu'il y a un peu de soi dans tout ce qu'on crée. C'est vrai. Alors le pitch, vous nous entraînez donc dans la renaissance d'Alice, c'est la renaissance vraiment parce que elle est dépassée par la vie après une expérience de mort imminente, c'est une quadragénaire, elle voit tout basculer et puis elle se donne en fait presque une mission inattendue, trouver l'amour. Très vite on comprend que c'est surtout d'elle-même qu'elle doit se rapprocher. Alice, elle découvre un monde qu'elle ressent différemment, c'est une nouvelle version d'elle-même qui bouscule l'ancienne parce que l'ancienne elle a du mal à s'en aller quand même. Et puis dans ce choc intérieur, il y a une bataille entre raison et intuition, il y a de la lumière dans tout ça. C'est ça que vous dites. Je sais pas s'il me donne très très envie ton pitch. Je sais pas. Déjà, ce qui est marrant, c'est qu'elle meurt très très vite. Elle meurt au début, donc en général. Elle meurt 40 minutes en tout. Elle meurt 40 minutes, mais surtout elle meurt au tout début de l'histoire. C'est une fille, somme toute, assez moderne. Et classique. Elle a 4 enfants de 3 pères différents. Elle est en galère sentimentale. Et en fait, elle se donne pas du tout la mission elle-même. Elle va mourir pendant 40 minutes, vivre une expérience de mort imminente, elle qui est extrêmement cartésienne. Et là-bas, de l'autre côté, là-haut, je sais pas comment on appelle ça. On lui envoie un message, c'est ça que vous dites ? On lui dit, si tu veux mourir en paix... Alors pardonnez-moi, c'est pas ça mon interprétation de son trouver l'amour. Après, il y a plein d'autres choses. On lui dit, il faut que tu trouves l'amour. Mais elle revient vraiment dans le but de trouver l'amour pour pouvoir repartir au plus vite parce qu'elle a adoré l'expérience. Oui, c'est ça. Effectivement. Alors c'est un texte qui insiste sur l'importance aussi de faire la paix avec le pire et le meilleur de soi-même parce que c'est vraiment 2 versions d'une personne qui se retrouve dans le même corps, quoi. Oui, parce que quand elle revient, tout a changé. Elle est d'évidence, elle n'est plus cartésienne. Elle n'a même plus la déco de son appartement. Le seul point commun qu'elle a avec l'ancienne version d'elle, c'est ses enfants et l'amour qu'elle a pour ses enfants. Et donc, en effet, les deux vont cohabiter, en fait. C'est ça, et c'est pas l'une qui est meilleure et l'autre qui est pire. Elles ont chacune leur force et leur faiblesse. Alors, il y a une phrase qui m'a touchée, moi, que vous dites dans le bouquin, une phrase qui n'est pas de vous. Le bonheur, c'est tout ce qu'on vit pour la première fois. Même si les premières fois, elles ne rendent pas forcément heureux. Ça, c'est vous qui le dites. Et cette phrase, elle est de Claude Lelouch. Et c'est une phrase qui résume aussi un peu, je pense, tout notre positionnement à nous tous et toutes vis-à-vis de ces premières fois qui sont parfois un peu déroutantes, quoi. En tout cas, moi, Claude, il m'a dit ça une fois. J'ai adoré l'expression. C'est pour ça que je l'ai cité dans le livre. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on fait pour la première fois qui sont réjouissantes parce que justement on découvre et que ça nous offre un nouveau pan, une nouvelle vision du monde et de soi. Mais là, en effet, quand elle revient dans ce corps qui lui semble presque trop étroit, elle ne va faire que vivre des premières fois. Ses sens ont changé, ses perceptions ont changé, ses goûts ont changé et c'est trop déroutant pour elle, c'est trop en fait. Elle n'arrive pas à revenir, elle n'arrive pas à réintégrer ce corps, elle n'arrive pas à se réadapter, elle n'arrive pas avec son boulot. C'est un cauchemar pour elle de retourner au travail. Donc en effet, c'est que des premières fois et elle ne trouve pas que c'est très heureux. D'où elle vous vient cette Alice, Audrey Dana ?
Elle me vient de... En fait, c'est Maïr Guven qui est venu me chercher, qui travaille chez Lattès, qui est venu me chercher en me proposant de faire un roman de fiction. Et j'étais surprise, j'étais déroutée, et j'ai eu envie de parler d'éveil. J'ai eu envie de parler de métamorphose. C'était surtout ça, en fait, mon envie. Et de cette envie-là est née cette Alice. Je ne sais pas trop si c'est moi qui ai accouché d'elle ou elle qui a accouché de moi en tant qu'auteur. Je sais Et pas. puis ça correspond à votre chemin aussi, parce que donc vous avez un podcast, on va en reparler tout à l'heure, mais je l'ai dit tout à l'heure, qui est Regarder l'invisible. C'est aussi votre rapport, vous, à la découverte de ce vide qui est plein, qui nous entoure, et à votre propre mysticité aussi. Alors, je ne sais pas si je suis mystique. En tout cas, je me pose beaucoup de questions. Ça, c'est certain. Et plus les années passent, plus je me pose de questions. J'avais une tendance, quand j'étais gamine, à trouver la vie magique. Puis j'ai poussé. J'ai trouvé la vie un peu fade. Et d'ailleurs, j'ai eu très envie de jouer la comédie pour aller incarner des personnages hauts en couleur, aux aventures incroyables. Et puis, j'arrive aujourd'hui à un âge où je trouve en fait la vie absolument dingue. Ouais. Je m'intéresse à la physique quantique, je m'intéresse aux neurosciences, je regarde la nature autour de moi, comment elle fonctionne, rien que notre corps humain qui est le plus complexe de tous les ordinateurs qui soit. Et puis j'entends des histoires d'expériences de mort imminente, j'entends des histoires, on va dire, magiques, entre guillemets, qui sont finalement peut-être explicables scientifiquement, c'est ça que vous dites aussi un petit peu. Je pense que tout est explicable, même si on n'arrive pas encore à l'expliquer. Ça, c'est juste. Finalement, ce que vous nous dites aussi, c'est que la vie ne se limite pas à ce qu'on voit, mais aussi à ce qu'on ressent. C'est très important d'écouter ces sensations qui nous traversent, en fait, en fonction des événements qu'on vit, etc. D'écouter cette petite voix-là. Ça, c'est sûr. En tout cas, celle qui revient, elle n'a pas d'autre choix. Celle qui revient dans le corps d'Alice n'a pas d'autre choix que de s'écouter. C'est-à-dire que c'est impossible pour elle de faire autrement. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose... Celle qui revient, c'est pas la même, non ? C'est ça que vous nous dites. Non, elle revient, elle est complètement différente. Mais déjà, je pense que quand on est persuadé qu'après la mort, c'est un trou noir et qu'en fait, on se retrouve face à des êtres de lumière et face à une grande lumière, ça change beaucoup de choses. Bien sûr. Parce qu'on peut vivre dans la peur de mourir, mais on peut aussi vivre dans la peur de l'infini. C'est deux angoisses tout à fait différentes, en fait. Et c'est ce qui lui donne envie de mordre la vie, parce qu'il y a aussi plein d'histoires d'amour, d'hommes qui passent. C'est une dévorante, c'est une dévoreuse. On pourrait dire que c'est un peu une Bridget Jones à la française. C'est une femme qui essaye, qui goûte, et puis qui verra bien, justement, sur lequel ça tombe. Alors, elle est gourmande, ça c'est sûr. Celle d'avant aussi. Il y a beaucoup de pères, beaucoup d'enfants, beaucoup d'hommes dans sa vie. Mais celle-ci, elle revient, elle veut surtout repartir, honorer sa mission, qui est de trouver l'amour et repartir. Donc elle va essayer un petit peu partout, elle va aller voir ses ex, elle va aller voir les nouveaux, et puis comprendre que c'est peut-être autre chose qu'on lui demande au final. Et alors vous parlez de votre rapport à la nature aussi, vous le faisiez à l'instant. Il y a une petite phrase que j'ai relevée aussi: respire, me souffle l'arbre, respire, puisque Alice, elle fait des câlins aux arbres, et c'est aussi comme ça qu'elle s'accroche à cet invisible. Ça, est-ce que vous le faites, vous ? Alors moi, j'ai une passion totale pour les arbres. Sans spoiler, je pense que la plus grande histoire d'amour dans Illuminé, c'est avec un arbre qu'elle la vit. J'ai un respect infini pour ces antennes sacrées qui font quand même beaucoup pour nous et qui nettoient les sols, qui nettoient l'air, qui nous nourrissent, qui nous permettent aussi de fabriquer nos meubles, de nous chauffer. Enfin voilà, l'arbre, c'est magique. Et on appelle ça la sylvothérapie. Je crois que c'est né au Japon à la base, mais c'est vrai que les arbres font du bien. Les arbres sont comme des espèces de médecins, puisque ils émettent des phytoncides qui vont apaiser notre système nerveux. Et il paraît, ça a été prouvé scientifiquement, que un malade va guérir plus vite s'il voit un arbre par sa fenêtre que s'il n'y en a pas. D'accord. Donc l'arbre est véritablement magique, et j'ai évidemment profité de cette Alice et du fait qu'elle est complètement illuminée pour mettre les arbres en lumière dans ce livre. Puisque vous parlez de lumière, justement, Alain Krugère, Audrey nous raconte aussi comment on peut transformer les épreuves ou la vision, ou se transformer vers la lumière ou en lumière. Vous transformez les gestes, les saveurs, les souvenirs en plaisir, en goût, en fait. Finalement, le plaisir de vivre, d'ailleurs, à la table, que ce soit à la table comme ailleurs, c'est une forme de résistance.
c'est surtout le désir aussi d'élévation. Je crois qu'il se passe quelque chose de magique autour d'une table. D'abord, moi, je ne mange jamais seul et je ne bois jamais seul. Je pense que le fait de partager ces moments-là et le grand privilège qu'on a dans les pays de la Méditerranée, en France, en Italie en particulier, c'est que la table, c'est un lieu magique. Donc moi je ressens, je suis très sensible aux arbres aussi, mais je trouve que il se passe quelque chose. L'agroforesterie, c'est un truc merveilleux d'ailleurs pour l'alimentation. Même, alors dites-nous en plus en quelques mots. Non, c'est-à-dire que l'agroforesterie ou le... Oui. L'agroforesterie, c'est le fait de mélanger... Que tout se passe dans le même lieu, c'est-à-dire que les arbres soient au milieu de l'endroit où on va cultiver, que les arbres donnent de l'ombre pour les plantes qui seront en dessous, donnent aussi de l'ombre pour les petits animaux, quelle que soit la nature des bêtes, des poules, des cochons, des lapins qui seront en dessous et qui vont donner ce goût de la forêt, ce goût du bois. C'est la permaculture des arbres. Oui, absolument, bien sûr. Et ce qui est merveilleux, c'est que tout ça, on le ressent. Ouais. On le ressent physiquement. Moi, je trouve que moi, j'aime pas du tout qu'on parle d'environnement, parce que nous sommes la nature. Ouais. On en fait partie, bien sûr. On en fait partie, on est à l'intérieur. Et oui, ce que j'ai essayé aussi, c'est toujours de réunir, de pas dire d'un côté, on a... on ne parle pas la bouche pleine des intellectuels, et de l'autre, on ne parle pas la bouche pleine des manuels. J'essaye aussi de rendre l'intelligence de la main, de lui redonner tout son sens. Et quand on voit le geste de certains agriculteurs ou de certains boulangers ou certains cuisiniers, il y a une beauté du geste sublime. Allez, Sud Radio, c'est excellent, vous l'aurez compris. Ce soir, on se fait plaisir avec l'esprit illuminé de Audrey Dana et le non-péché gourmand de Alain Kruger. Vous restez avec nous. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio ce soir pour vous, la comédienne, réalisatrice et auteure de Audrey Dana et son roman Illuminé qui est sorti chez Jean-Claude Lattès, sans oublier vos podcasts Audrey, Sous les jupes des femmes et Regardez l'invisible, on va en parler, puis le journaliste, producteur et gourmet Alain Kruger et son livre On ne parle pas, la bouche pleine, c'est chez Albin Michel. On ne parle pas la bouche pleine. Ne parle pas la bouche pleine, non. Bon, mais quand même, pour commencer, je dis que c'est un livre qui est tiré de vos émissions. On ne parle pas la bouche pleine, qui étaient des émissions phares, on peut le dire, on peut citer les concurrents, les collègues chez France Culture, et ça s'est arrêté en 2020. En 2000, même un petit peu avant, oui. Voilà. Et dites-nous en plus déjà de ce titre. S'il vous plaît. Écoutez, c'était tout simple. On m'a dit un jour, est-ce que tu as pas une idée, 25 émissions pour le mois prochain? Et moi, j'avais jamais fait de radio, donc j'ai dit oui, bien sûr, j'ai une idée. Ça s'appelle On ne parle pas la bouche pleine, c'est le monde vu du ventre. Et il fallait raconter 5 continents, une émission par jour, 5 jours pour les 5 jours de la semaine. Et voilà. Et ça commençait par l'Algérie, ce qui me touchait puisque moi j'y étais né. Donc voilà. Donc ça a été. Et alors, vous nous avez créé une véritable petite encyclopédie culturelle de la gourmandise, en fait. C'est ça que vous nous proposez. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée, c'est-à-dire que tout est bon quand on sait regarder au bon endroit. Et la gourmandise est très présente dans notre culture, dans la littérature. Alors, si on part depuis, c'est Daniel Mendelssohn qui m'avait dit, est-ce que tu sais quelle est la première comédie de l'histoire de l'humanité, et que cette première comédie est un roman de gastronomie, parce que dans l'Odyssée d'Ulysse, on ne fait que manger. Ah, c'est vrai, ça. Et on passe son temps à manger. Et le premier grand roman de Cervantes, enfin, le roman qui va moderniser le roman, c'est bien sûr la merveilleuse aventure de Don Quichotte. Ouais. Et là aussi... on a Sancho, mais non, il y a Sancho qui mange. Panza et sa panse pleine de symboles. La panse de Sancho et les jeûnes de Don Quichotte. Et ce que je trouve formidable, c'est que c'est vrai que c'est resté. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on parlait pas.
c'était très vulgaire de parler de nourriture à table. C'était réservé à la valtaille. Et on le voit d'ailleurs chez Molière, ce qui est merveilleux, c'est que c'est Scapin, c'est Sganarelle qui boivent et qui mangent. Ouais, c'est vrai. Et les autres, ou le bourgeois gentilhomme, mais parce que justement, il est bourgeois un peu plus que gentilhomme. Mais moi, je me régale de ça, parce que je trouve que il y a rien de meilleur que de parler de nourriture à table et d'échanger des recettes imaginaires. Alors, il y a pas beaucoup de recettes dans ce livre. Non. Il y a une recette d'omelette. Oui. Et il y a... Mais vous nous parlez surtout de ce que la nourriture nous raconte, en fait, de ses mots comment elle désirs, nous ses nourrit, mythes. voilà. Bah oui, c'est Comment ça. elle nous nourrit intellectuellement, comment elle nous fait... on démarre avec La Fontaine, avec qui mange qui, la chaîne alimentaire, parce que La Fontaine, ce qui est merveilleux, c'est que Patrick d'André nous raconte comment, en fin de compte, dans La Fontaine, tout le monde se mange. On se mange les uns les autres, ce qui n'est pas forcément désagréable d'ailleurs. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que il dit, s'il faut retenir une chose, par exemple, c'est que déjà les deux premières fables ne parlent que de nourriture, la cigale et la fourmi et le corbeau et le renard. Bon, il n'y a pas de vin, mais il y a du fromage, il y a des petites graines, mais bon. Et sinon, ce que je trouve aussi merveilleux, c'est dans le chasseur et le loup, c'est qu'il dit il faut jouir. Et il faut jouir, et à la fois la convoitise et l'avarice sont les deux péchés capitaux. Voilà, là, ce sont des péchés capitaux. Mais Ce la qui n'est pas le gourmandise... cas, comme on le disait hors antenne, de la curiosité et de la gourmandise. Bien sûr. Surtout de la gourmandise. Bien sûr, la gourmandise, c'est une qualité majeure. C'est la goinfrerie qui n'est pas une qualité. Surtout de la curiosité, moi j'aurais dit. Ouais. Mais la curiosité, c'est la première étape vers la Ça va gourmandise. ensemble, ouais, j'ai C'est envie de vrai, dire. c'est vrai. Ouais, c'est Je vrai. suis curieux de découvrir ça. Ouais. Et du coup, Et alors, votre titre, c'est aussi d'expliquer que parler de ce qu'on mange, hein, comme vous venez de le dire, ou de la manière dont on le mange, c'est aussi une manière de comprendre qui on est, en fait. Hein, puisque vous faisiez le tour du monde avec votre émission. La bouffe, on peut le dire comme ça, Oui, ça on fait peut le dire parler comme ça. du peuple, quoi, et de la culture, et d'où on vient, de qui on est. Et découvrir aussi ces cultures quand on ne les connaît pas. C'est Monique Lévi-Strauss qui racontait justement que quand elle était avec son mari, Claude Lévi-Strauss, la consigne, c'était on ne refuse rien. Donc quand on fait le tour du monde, quand on nous fait manger des animaux vivants et tout ça, on les mange quand même. Donc il faut avoir... Et là, nous, on va je veux dire, un peu plus loin aussi, puisqu'on s'intéresse aux cuisines de Gaston Lagaffe, qui sont extrêmement intéressantes. Pas forcément... Au chaudron d'Obélix aussi. Hein. C'est-à-dire qu'Obélix, ce qui est frappant, c'est que Obélix, il a le corps d'une marmite. Ouais, c'est vrai. Non mais vrai. c'est frappant, c'est saisissant. Ouais. Donc on comprend qu'il ait de l'appétit. Et surtout qu'il est tombé dans une marmite lui-même, le pauvre. Et ce qui est merveilleux aussi, c'est qu'on a, par exemple, l'histoire, les prémices de la naissance du film La Grande Bouffe, qui est un film terrible. Parce que là, on est dans la goinfrerie. On est vraiment pas on est dans le suicide même. Ouais. La goinfrerie jusqu'au suicide. Oui, jusqu'au suicide. Et Philippe Sard, avec sa voix très très basse, très lente, racontait de façon absolument merveilleuse comment était né ce repas préparé par Ugo Tognazzi. Ils avaient ramené un grand morceau de parmesan sans la croûte, et Ugo leur avait fait des pâtes, et c'était parti de là. Et je crois que d'ailleurs ils avaient fait venir des filles aussi, mais je sais pas, ça c'est... Et puis la nourriture, c'est aussi la mémoire. Donc c'est la Madeleine de Proust, quoi. C'est l'odeur, c'est le souvenir de l'enfance, c'est la manière dont on se construit, en fait. C'est-à-dire que je crois que quand on ressent les choses, et c'est quand même un des buts de la vie, un des plaisirs de la vie, on commence par... On fait jouer les 5 sens. Et que le premier sens, c'est la vue. Le deuxième sens, c'est l'odorat. Donc là, et c'est vrai que quand on voyage, moi je sais que des odeurs d'enfance, en allant à Los Angeles, j'ai retrouvé des odeurs de la Méditerranée, du sud de la Méditerranée. Quand on va... la Madeleine, quand elle est chaude et tiède, ce qui est merveilleux, c'est que là, c'est un japonais, Yuji Murakami, qui est un ancien spécialiste de l'affaire Dreyfus,
Proust dans l'affaire Dreyfus, Ouais. et qui raconte comment justement il a lui-même organisé aussi des repas pour apaiser les relations Pour entre apaiser, pour Dreyfusards et rassembler. anti-Dreyfusards. Parce que la cuisine, ça peut être politique aussi, en fait. Ah, la cuisine, c'est hyper C'est politique. hyper politique. Alors justement, on a des exemples comme ça de grands repas, de grandes rencontres internationales qui se sont faits autour d'une table. Et ce qui se passe autour de cette table et ce qui a posé sur la table à ce moment-là, ça change tout, en fait, d'un côté ou de l'autre. Finalement. Oui, alors ce qui est amusant, alors c'est que le chef Bernard Pacot, qui avait organisé le repas je sais pas, pour les accords de Paris, où il y avait Obama et Hollande, m'avait raconté que Obama n'avait rien mangé. Ouais. Et que Hollande regardait avec gourmandise l'assiette, qui voulait finir l'assiette de Obama qui n'avait rien mangé, ce qui était bien dommage parce que le repas était excellent. Donc c'était pas un très bon signe que Obama ne mange pas. Non, Voilà. mais un homme ou une femme qui ne mange pas, c'est toujours très inquiétant. Parce que se nourrir, c'est penser, mais c'est donc ce que vous dites, c'est la base du partage, en fait. Hein, on tourne en rond, mais c'est oui, vrai. se nourrir finalement. à plusieurs, oui. Oui. Je pense que... C'est en fait partager un repas, c'est faire humanité, quoi, en fait. Oui, Hein? oui, c'est une façon de voir les choses, mais je pense que c'est la bonne, oui. Et puis il y a Carême, le génie de la grande cuisine, quelques mots là-dessus. Alors, Antonin Carême, c'était un enfant, alors soi-disant abandonné par ses parents. A priori, il aurait été confié plutôt à un gargotier, et il s'est trouvé à être rue Vivienne, dans le plus grand traiteur de l'époque, qui était juste en face de la Bibliothèque nationale. Et là, il allait voir les dessins, et petit à petit, il est devenu une espèce de star. C'est ça. Une espèce de star de l'alimentation. Pâtissier d'abord, cuisinier ensuite, et il a servi dans les plus grandes maisons, puisqu'il a été... Il y a une un série extra. sur lui, je crois, en ce Pardon moment. Il y a une série. sur Alors, il lui. y a une série, mais qui est très fantaisiste. Hein. Oui. La série est très fantaisiste. C'est Benjamin Voisin qui joue le rôle de Carême. Carême était beaucoup plus austère, moins sexy que Benjamin Moins beau. Voisin, moins beau. Mais en revanche, il a été extra chez Talleyrand, Ouais. chez le Tsar, chez le Régent d'Angleterre, chez les Rothschild. Enfin, la maison qu'il préférait, c'était celle des Rothschild. Audrey Dana, vous, quand vous êtes sur un tournage ou avec vos équipes, on imagine qu'il y a des temps repas aussi qui sont des temps importants finalement de cohésion, où vous avez le temps de partager, de ressentir, de réexpliquer, de rire. Moi, j'ai la particularité, j'ai la chance de pouvoir, de diriger des plateaux et de Ouais. faire mes films. Et donc, je réalise mes fantasmes sur mes films autour de la nourriture, parce que ça, c'est quelque chose qui me désespère dans le cinéma. C'est les tables régies couvertes de sucreries qui sont pas des gourmandises, qui sont vraiment des aliments destinés à nous plomber, à nous créer une espèce de sugar high, et après boum, ça de descend. fatigue, ouais. Et je me dis, mais on est tous là pour accomplir un exploit, à savoir faire un film, travailler des heures pas possibles, être hyper concentré. Ça passe par la nourriture, en Bien fait, sûr. parce que la nourriture, c'est aussi ça. Il y a le convivial du repas ensemble, et la pause déjeuner, la pause dîner, mais il y a aussi ce qu'on se met dans le système et qui nous compose. Quand même, on est fait de ce qu'on mange. Et Quelle force ça va créer en nous ensuite quelle derrière, force en fait. ou faiblesse ça Ouais, va c'est créer ça. en nous. Et donc, moi, sur mes tournages, je m'amuse beaucoup à mettre des vrais et bons et beaux aliments. Je choisis des cantines. C'est très, 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 très important pour moi. Il y a des cantines Et ça crée une ambiance extraordinaires. particulière. Mais à bien chaque fois, en sûr, fait. Bien sûr. les gens sont heureux de s'arrêter pour manger. Les gens repartent avec la pêche. Normalement, la nourriture nous donne de l'énergie et elle sûr. nous en prend pas. Donc, C'est vrai. la bouffe, c'est vraiment un sujet. Si on est fatigué après passionnant. un bon repas, c'est qu'on a à peu près juste trop mangé. Oui, Ou trop oui. manger ou mal manger. Ou que les Ouais. produits Trop de étaient vin. pas bons. Bon, avec Mais modération. c'est vrai que quand on mange des choses délicieuses avec On a des amis délicieux, On a ben, l'énergie après. on est en pleine forme. Ouais. J'adore cette émission. Allez, entre littérature et gourmandise aujourd'hui, c'est excellent sur Sud Radio avec l'actrice, réalisatrice, auteure Audrey Dana et puis le journaliste producteur qui écrit aussi Alain Krugère. Vous restez avec nous, à tout de suite.
Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et c'est excellent, vous l'aurez compris. Comme mes invités ce soir, vous êtes avec Audrey Dana qui nous entraîne dans l'invisible et puis dans le fantasque aussi un petit peu avec Illuminé chez Jean-Claude Lattès. Et puis Alain Krugère qui nous donne envie de déguster avec son livre. On ne parle pas la bouche pleine, mais on parle aussi de déguster des livres avec vous. Hein. Oui, c'est excellent. C'est chez Albin Michel. Oui, c'est chez Albin Michel donc. Alors Audrey Dana, quand même, votre podcast, on va en parler un petit peu. On va commencer par Sous les jupes des femmes. Hein. Vous explorez l'intime au féminin. C'est dans la continuité de votre film qui est sorti en 2014. En fait, je vais faire un second opus, on va dire. Donc, c'est pas les mêmes actrices, c'est pas par rapport à Alice Belaïdi, c'est d'autres actrices, d'autres personnages. Donc, ça n'est pas une suite, mais je réunis à nouveau des femmes pour lesquelles j'écris. Et comme pour le premier opus, j'ai été interviewer des femmes parce que je voulais pas qu'on soit dans le microcosme juste des interrogations et de nos sujets à nous, les actrices. Et donc, alors que je préparais les interviews pour me relancer dans l'écriture de ce Sous les jupes des femmes et pas Sous les jupes des filles, je me suis dit, mais en fait, c'est un podcast qui serait super si tant est que les femmes osent parler, vraiment. Et donc, vous créez une intime. atmosphère, puis votre authenticité aussi, la manière dont vous allez les questionner, finalement, ça crée cette possibilité de confession presque, en fait. Hein. En fait, mon envie, c'est, là, en l'occurrence, j'interviewe des femmes, on va dire, d'influence, c'est-à-dire des femmes qui, je sais pas, vendent beaucoup de bouquins ou beaucoup d'albums ou voilà qu'on connaît, qui vont nous raconter ce qui les met par terre. Parce qu'en fait, il y a un fantasme vachement nourri par le papier glacé que ces personnalités-là pourraient aller très bien, quoi. Ouais. Et puis qu'elles vont très bien, alors que c'est pas vrai. Évidemment, on est toutes à galérer, que ce soit dans notre maternité ou dans nos histoires d'amour ou dans notre boulot, où on a toutes des challenges, et tous aussi. En l'occurrence, moi, mon sujet, c'est les femmes, puisque c'est surtout les femmes, en fait, qu'on va vouloir lisser. Quand on ouvre un magazine, on se dit, waouh, elle est magnifique, elle a tout. Bon, déjà, il y a un travail de Photoshop qui est exceptionnel. Énorme, même. Et puis, on vend du rêve. Les réseaux sociaux vendent du rêve. Et ce rêve complexe, ce rêve fait que la spectatrice, l'auditrice, la etc. complexité, voilà, alors que, la difficulté, le fait que c'est des humaines, quoi. Vous faites voilà. comme les autres. Judith, est-ce que toi, tout va bien 100%? Jamais. Mais en même temps, ça serait trop facile. On s'ennuierait beaucoup. On s'ennuierait beaucoup. C'est aussi ça qui est intéressant. Le but, c'est de regarder derrière les apparences et de décortiquer ce qu'on attend de nous, finalement, de ces femmes-là. La société attend toujours quelque chose, d'être effectivement à son maximum, alors qu'on est aussi belle quand on est dans la faiblesse, parfois. Et puis, c'est surtout de décomplexer. Je sais que beaucoup de femmes se disent moi, j'y arrive pas, alors que toutes les autres y arrivent. Non, en fait, on est toutes les mêmes, quelque part. On a toutes des obstacles, en fait, à passer, quoi. Et qui permettent de grandir. D'évoluer. Hein, voilà, exactement. Il y a Regarder l'invisible aussi. Alors ça, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est écouter ce qu'on voit pas, en fait. Hein. C'est ça que vous nous racontez, non? Écouter ce qu'on n'entend pas ou regarder ce qu'on voit pas. Oui, là, j'ai envie, en fait, en femme très curieuse que je suis, j'ai envie d'interviewer des experts, des artistes, des philosophes sur les questions qui nous taraudent tous. La vie après la mort, la médiumnité. Ça vous fascine un peu, hein. Bien sûr, ça me fascine. Évidemment que ça me fascine. Mais en fait, on va tous mourir. Ça nous fascine tous. C'est des questions. En fait, plus ou moins. Plus ou moins. En fait, j'ai la sensation que notre humanité a très peur de la mort et que, étrangement, on est quand même la première civilisation à scier la branche de l'arbre sur laquelle on est assis. Ça, c'est vrai. Et donc, si... Peut-être j'attire ce dont j'ai peur. Alors si on faisait la paix en fait avec ce concept de la mort, est-ce que notre terre se mettrait à refleurir? Voilà, en fait ma dynamique quelque part derrière ce podcast, derrière ces questions que je pose, derrière ces invités que je vais chercher, c'est d'essayer d'apaiser cette peur de la mort qu'on a. Souvent j'aime bien la comparaison avec les arbres. Si les feuilles qui tombaient se mettaient à se prendre la tête comme nous, on se prend la tête avec la mort, ce serait vraiment la galère, alors que l'arbre est toujours là, en fait. Voilà. Et puis c'est un podcast qui fait écho à votre roman, du coup, Illuminé, hein, puisque elle a une expérience de mort imminente qui lui ouvre un monde de perceptions nouvelles. Vous, ce que vous allez chercher, c'est la réponse d'après, quoi.
en fait. Voilà, c'est ça. En fait, les podcasts, mon roman est à la croisée des 2 podcasts, puisque c'est une aussi, femme, bien sûr. l'amour, la quête d'amour, la Oui, elle a vraiment les complexité 2 des sujets. relations, de la maternité, d'être femme, du travail, de tout ça, de sa place en tant que femme, de renaître en tant que femme. Et puis, ces questions de la vie et de la mort, mais pas que de la vie et de la mort, de tout ce qu'on n'est pas capable, en fait, de définir totalement. Ce qui peut nous habiter, nous traverser, mais qu'on ne sait pas encore tout à fait nommer. Bien sûr. Voilà. Alain Kruger, vous filmez le goût aussi. Vous faites ça. Vous êtes aussi producteur éditorial du Cercle Cinéma sur Canal+. Et en fait, ça rejoint aussi la façon dont vous parlez de nourriture, parce qu'il y a une vraie esthétique aussi, une symbolique dans votre manière d'en parler. Parce que la nourriture, c'est un motif majeur du cinéma. Ah bah oui, la nourriture, c'est assez constitutif du cinéma depuis le repas de bébé il y a 130 ans de Louis Lumière jusqu'à aujourd'hui. Alors il y a bien sûr des films qui marquent. Le Festin de Babette, c'est la transmission du repas gastronomique des Français classé au patrimoine immatériel de l'humanité. Et la grande bouffe dont on parlait, mais on peut aller... Je l'évoquais tout à l'heure, à la gastronomie. Les morts vivants se nourrissent que de chair vivante, d'ailleurs. Hein. Ça, c'est vrai, ça, j'y avais pas pensé. Et oui, mais c'est une vraie question. Il ne faut pas mourir si on veut nourrir un mort vivant. Sinon, et puis il y a des cinéastes qui ont accompagné ça de façon magistrale. Des cinéastes gourmands comme Chabrol, des cinéastes... comme Claude Sauté qui pareil le fait de façon magnifique, Tavernier aussi, Lelouch, on mange aussi beaucoup dans les films de Lelouch, et puis il y a aussi des cinéastes qui ont un rapport à la nourriture qui est particulier. Alors c'est vrai que la table c'est aussi un lieu où on se bagarre. Je veux dire, on va pas aller jusqu'à Festen où on annonce des choses épouvantables, mais c'est vrai que c'est un lieu de parole. Le repas de famille. Le repas de famille. Le repas de Noël. Les repas qui arrivent là. Voilà. Ouais, c'est clair. Oui, donc il faut aussi essayer justement. Je trouve de poser à la fois son téléphone à l'entrée et aussi ses problèmes et arriver à table avec un sentiment de connivence, de plaisir et aussi de goût de la fête, parce que c'est ça. il faut que chaque repas, moi je trouve qu'il faut que chaque repas soit... Alors le repas, c'est le goût, ça crée un souvenir, ça crée du plaisir, ça crée l'intelligence de la main, le geste, donc qui est très important pour vous aussi. Il y a un truc que je trouve très important, vous dites ça crée du souvenir, c'est vrai. Bah oui, je pense que ce qui est très important, et moi je pense souvent aux chefs, les chefs qui font une œuvre. C'est-à-dire, on fait un film, le film existe toujours, même après notre mort. On fait un plat, il n'existe que le souvenir. Et donc, les chefs ont un peu la dépression du post-repas. Il y avait un grand chef italien qui, quand il a eu sa première étoile, il a dit je supprime la moitié des tables. La deuxième étoile, je supprime la moitié des tables. Et la troisième étoile, je ferme. Parce que c'est trop. Parce que c'est pas trop. possible. Et qui a le désir aussi de... Parce que la troisième étoile, elle enlève le désir, vous pensez un petit peu ? Non, je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'était plutôt l'expression d'une dépression. D'accord. L'expression d'une dépression. Par rapport à cette éphémérité. Par rapport à la fabrication. On fabrique du désir, on fabrique de l'envie, de la gourmandise, et puis une fois qu'elle est mangée, elle disparaît. C'est-à-dire, ce qui est très frappant, c'est que dans les restaurants, les bons chefs surveillent les assiettes qui reviennent de la table. Et c'est un bon indicateur. Et oui, c'est un super indicateur. Puis ça aide les gens dans les cuisines. Parce que des fois, on peut manger sans faim aussi, par vraie gourmandise. Donc ça veut oui, dire c'est que vrai. Si l'assiette mais revient ces fois, on peut ne pas manger parce qu'on n'aime pas ça.
Alors, vos œuvres à tous les deux sont traversées par l'idée qu'on regarde autrement. Moi, j'ai trouvé ça comme lien. Audrey, vous, on regarde autrement l'invisible parce qu'en fait, il est plein, enfin le vide, puisqu'il est plein. Et puis les femmes aussi, on les regarde autrement chez vous. Alain, vous, vous regardez le monde avec du ventre, vu du ventre. Voilà. Vous avez vraiment ce lien de, finalement, on décide un peu ce qu'on voit aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, Audrey Dana ? Je trouve que c'est ça qui est merveilleux dans le fait d'être humain. C'est que y a autant de visions du monde que d'humains sur cette planète. Et puis même, moi je vais très loin dans ma tête, mais je veux dire, quand je visite les différents appartements d'un même immeuble, c'est pas la même vue en fait. Ouais. Et puis selon que je suis en bas et selon mon humeur aussi. Enfin, il y a quelque chose de la multifacette qui est passionnante, qui est absolument passionnant. Et j'adore creuser ce sillon et se le rappeler. On très souvent dans une dispute, les gens vont dire mais moi j'aurais jamais fait ça. Heureusement que tout le monde n'est pas comme toi, sinon qu'est-ce que ce serait chiant le monde en fait, si tout le monde était pareil, si tout le monde réagissait pareil. Et cette diversité là, même dans nos propres humeurs, un jour on peut dire blanc et puis l'autre noir, et le penser sincèrement en fait. Le coin de table de la même manière en fonction de la manière dont on s'est réveillé ou de ce qu'on a vécu dans la journée. Exactement, et c'est si riche et si beau. Et c'est pour ça qu'on a horreur qu'on nous enferme dans des normes, qu'on nous oblige à manger la même chose, qu'on nous interdise de manger certaines choses. Vous avez déjà fait l'expérience du jeûne ? Oui. Ouais. Parce que c'est génial. Après un jeûne. Se remettre à manger. Mais je trouve que moi, si je fais ça, la nourriture après, ça elle a un goût très différent. Mais Puissant. c'est beaucoup plus puissant. Ouais, c'est vrai. Oui, et et c'est vrai que tout ce qui nous contraint, c'est intéressant. Mais l'idée de la norme, moi j'ai horreur de la norme et j'ai horreur du principe de précaution. Je trouve qu'il faut abolir. Il faut abolir toutes ces normes qui nous entravent. Soyons libres. Attention, ça peut être dangereux aujourd'hui. Oui, pareil. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut le faire. C'est encore mieux. Ça a plus de goût. Voilà. Allez, c'est excellent sur Sud Radio. On est avec l'actrice écrivaine Audrey Dana, le journaliste grand gourmet Alain Krugère. Vous restez avec nous. On revient dans un instant pour la fin de l'émission. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous, on est bien avec vous. C'est excellent avec la réalisatrice et auteure Audrey Dana. Vraiment là. Très loin. Audrey Dana que vous entendez, son roman Illuminé, c'est sorti chez Jean-Claude Lattès, sans oublier ses 2 podcasts à succès, Sous les jupes des femmes, Regardez l'invisible. Puis à ses côtés, le journaliste, producteur et gourmet Alain Krugère qui publie chez Albin Michel Le Savoureux. On ne parle pas la bouche pleine, c'est une encyclopédie culturelle de la gourmandise, grosso modo. Oui, c'est excellent. C'est exactement ça. Vous pouvez le redire encore une fois. Oui, c'est excellent. C'est parfait. Audrey Dana, vous avez été révélée, mais vous avez bien bossé avant quand même, au cinéma en 2008 avec Roman de Gare de Claude Lelouch, justement. Ça vous a valu une nomination au César du meilleur espoir féminin. Et depuis, ce qui est intéressant chez vous dans votre parcours, c'est que vous n'avez pas cessé de scruter les relations humaines avec humour, avec empathie, avec une certaine lucidité aussi. Vous n'êtes jamais devenu cynique. Vous avez travaillé avec des grands réals. Il y a Blier, il y a Téchiné, il y a Nakache, il y a Toledano. Vous avez réalisé aussi. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression d'être complète ? Est-ce que c'est quoi la prochaine étape ? Alors, j'ai jamais l'impression d'être complète. J'ai l'impression que vivre, c'est un chemin vers une forme de complétude. J'ai cru un moment qu'il y avait un endroit dans sa vie où on pouvait atterrir, arriver quelque part. Mais en fait, pas du tout. La vie, c'est vraiment une spirale et c'est sans fin. J'aime grandir, j'aime me développer, j'aime me déployer. Je suis beaucoup trop curieuse de la vie. J'aime dessiner, j'aime sculpter, j'aime manger. Il y a tant de choses à faire et tant de choses à voir. Vous êtes insatiable. Je suis insatiable, vraiment, véritablement, profondément. Et puis quand on fait du cinéma, on a quand même, un champ des possibles en termes d'exploration qui est sans fin. Et là, je repars sur Sous les jupes des femmes. Je fais un film avant avec Alice Belaïdi qui va s'appeler Alice, le film qui remet Alice, elle est importante dans votre vie. Cœurs à l'endroit. Oui, Alice Belaïdi, c'est mon actrice fétiche. C'est vrai que Alice, c'est le nom de l'héroïne d'Illuminé, mais c'est aussi le nom de mon actrice fétiche, Alice Belaïdi.
C'était logique de l'appeler comme ça, votre... Oui, Parce en que fait, vous avez construit votre bouquin un peu comme un film aussi, on imagine. complètement. Bah, et, voilà. puis, Alice, c'est aussi pour moi, hein, c'est Lewis Carroll. C'est Alice au pays des Oui. merveilles. C'est ce personnage féminin trouble qui peut justement voyager dans les mondes invisibles et en ressortir grandi. Donc Alice, oui, c'est un prénom vraiment très très important. Votre parcours à vous, Alain Kruger, c'est celui d'un homme qui n'a jamais voulu choisir entre ses passions. Hein, c'est un peu comme Audrey, vous aimez tout, Oui, vous on avez peut envie de dire goûter ça, à oui, tout, vous oui. avez fait le cinéma, enfin vous n'avez pas fait du cinéma, mais c'est une de vos passions. Si, vous avez fait du cinéma. Oui, j'ai coproduit le premier film et le meilleur film de Frédéric Becbédé. Ah. Qui s'appelait L'amour dure 3 ans. Bien qui sûr, s'appelle toujours, qui est un d'ailleurs. excellent Oui. film, effectivement. Bon, il y a la littérature, il y a la radio, il y a l'anthropologie du goût. Oui, on peut un peu ça, quoi. dire ça, mais j'ai fait beaucoup de journaux surtout. J'ai C'est fait, ça. j'ai fait Et alors, Sept à Paris, j'allais y l'autre venir. journal, Vous êtes, Première. en fait, vous faites partie de cette génération de journalistes qui s'est aussi formée directement sur le terrain, quoi, au contact des rédactions, au contact des studios. Ben, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis un autodidacte de tout. C'est-à-dire quand j'ai fait On ne parle pas la bouche pleine, j'avais jamais fait de radio. Quand j'ai fait Sept à Paris, j'avais jamais fait de journaux. Pareil pour L'amour dure 3 ans. Enfin, Qu'est-ce qui vous prend alors? non, mais j'ai eu une grande chance, c'est qu'il y a des gens qui m'ont fait confiance. Bah voilà. Et j'ai eu la grande Vous chance de croyez au rencontrer. projet aussi en question que vous proposez? Je crois à la magie. Ouais. Et je crois, j'ai eu la grande chance de rencontrer un homme hors du commun qui s'appelle Daniel Philippaki et qui m'a fait confiance et qui m'a laissé faire des grosses bêtises pendant longtemps. Et alors, Vous ce qui est croyez en la intéressant- magie, C'est ça, c'est mais chouette. c'était un peu une des raisons pour lesquelles je vous ai rassemblés tous les deux. Vous comprenez, votre but, Alain, c'est de comprendre l'humain par ce qui nous rassemble, en fait. Hein. Mais moi, c'est amusant parce que j'aime beaucoup Claude Lelouch. Je sais que c'est très mal pour quelqu'un qui fait une émission de cinéma d'avouer ça. Mais j'ai toujours beaucoup aimé Claude Lelouch. Je pense que c'est un des plus grands réalisateurs de l'histoire du Vous avez cinéma. le droit, parlons vrai sur Non, Sud mais bien Radio. sûr, bien sûr. Et je trouve que Claude, il a cette façon de regarder de l'autre côté du miroir, justement, en permanence, et de jouer. Il joue, on va dire. Et j'aime beaucoup le film dans lequel vous jouez le rôle de sa mère. Du coup, ça fait tomber du coup la béquille. Vous voyez, non mais il se passe des trucs. On est dans le domaine du surnaturel. Et oui, il a cette façon d'aborder l'au-delà, le monde le monde invisible, lui aussi, en permanence. Et puis, dans sa manière de diriger, donc on aime ou on n'aime pas le cinéma de Claude Lelouch, je dois dire que commencer avec lui, c'est difficile. Parce que derrière, on s'ennuie beaucoup sur les plateaux. Il y a moins de goût Il derrière. a un enthousiasme, et j'adore ce mot enthousiasme, Oui, enthousiasme. parce que étymologiquement, ça veut dire avec Dieu en soi, entheosiasme, c'est quand même très très beau de se dire ça. Il a un enthousiasme que je n'ai jamais retrouvé ailleurs, jamais. Peut-être chez vous, quand vous dirigez. Alors, je pense, oui, Et parce que inaltérable. et inaltérable. Voilà. Aujourd'hui encore, il a le même. Oui, définitivement. J'ai pris ça de lui, ou alors j'ai reconnu ça de lui. Mais Oui, il a reconnu ça chez vous aussi, après. oui, il a reconnu ça chez moi. Mais il a un enthousiasme, mais aussi, il aime les accidents. Donc c'est marrant que la béquille tombe à ce moment-là, mais parce qu'il aime les accidents. Quand on est sur un plateau avec lui, il va jamais dire couper. Il va laisser la caméra tourner parce qu'il adore que les acteurs se retrouvent en carafe, qu'ils sachent pas ce qui va se passer. De temps en temps, il vient, il te dit quelque chose à l'oreille pour que tu surprennes l'autre acteur. Tu vas lui dire ça, tu vas faire ça. Et il se réjouit, il est derrière sa caméra et il se réjouit de se dire je vais capter, attraper cet éclat de vérité. C'est sa passion. Donc, oui, il y a toute la dimension magique chez Claude Lelouch où il aime et il ose parler de vie après la mort, etc., etc. Mais il y a aussi ces éclats de vérité. Il aime pas le préparer, il aime pas le répéter. Il dit toujours qu'il y a la figure imposée, la figure libre. Et c'est génial, en tout cas, de tourner avec lui comme actrice, comme acteur. Allez, je vais chercher un petit peu les réactions chez vous aussi maintenant, parce qu'on va pas tarder à se quitter. C'est l'heure du portrait chinois. Audrey Dana, si vous étiez un super pouvoir. Je volerais. Ouais. Pourquoi? Parce que vous voulez voir le monde de haut.
Parce que en fait, dans tous mes rêves, je vole. D'accord. Et il y a peu de temps, normalement, c'est toujours un peu un effort. Et il y a peu de temps, quelqu'un me disait, tu n'as pas besoin de faire tant d'efforts. Et hop, je volais, c'était super facile et j'adorais ça. Alain Krugère, si vous étiez une table de restaurant, vous seriez où? Une table de restaurant, je serais sur le toit du monde. Bah voilà. Audrey Dana, si vous étiez un livre qui vous a transformé? Rien ne s'oppose à la nuit. De Delphine de Vigan. D'accord. Pourquoi? Parce que en faisant l'introspection de sa propre famille, elle m'a permis de voyager dans la mienne et ça a guéri quelque chose. Comme quoi, ça, les livres ont du pouvoir. Alain Krugère, si vous étiez un chef? Si j'étais un chef de quoi? De cuisine, a priori, mais vous pouvez dire autre chose, un si chef vous avez de envie. cuisine. Votre chef, à vous, peut-être. Si j'étais un chef... Vercingétorix. Non, si j'étais... Si, pourquoi pas. Vercingétorix. Vous êtes très attaché à Astérix Obélix, a priori. Ah non, mais C'est pas la je même suis très période. attaché à la Gaule. La Gaule. Moi aussi. Bah voilà. Si vous étiez une première fois, ma chère Audrey? L'amour, le sexe, non? Oui. Ok. Alain Krugère, si vous étiez une page de littérature où l'on mange? Une page de littérature où l'on mange. Ben je serais une des fables de La Fontaine parce que on y mange, on y meurt, on y vit et la langue est tellement belle. Audrey Dana, si vous étiez une métamorphose? Je serais un papillon. La chrysalide. Alain Krugère, si vous étiez une philosophie du goût? Je serais la fameuse Madeleine de Proust dont on parlait tout à l'heure. Voilà, parfait. Audrey Dana, qu'est-ce qui vous touche le plus chez les autres? Leur sensibilité, sensibilité. C'est ce que vous voyez avant tout, quoi, quand vous regardez dans les yeux de quelqu'un? Ouais, c'est ça, je crois. C'est le vrai, en fait. Ce qui n'est pas forcément dit ni montré a priori, mais il y a quelque chose derrière. Et j'ai l'impression d'y avoir accès assez facilement. Alain Krugère, qu'est-ce que vous avez envie de dire en premier? J'ai envie de sourire en premier. Et après, j'ai envie de dire merci en premier. Ah bon? Pourquoi? Parce que je trouve que c'est merci la vie, quoi. Merci la vie. Je trouve Gratitude. qu'on a beaucoup de chance. Voilà, j'ai envie de dire on a beaucoup de chance. Eh bien, en ces temps, c'est assez exceptionnel ce qui se passe aujourd'hui. C'est excellent. Audrey C'est Dana, exceptionnel. une dernière question. Que diriez-vous à cette petite fille que vous étiez? Je lui dirais, accroche-toi, ma cocotte, ça va être génial. Ça va aller. Ouais. Alain Krugère, où seriez-vous si vous deviez tout recommencer? Je serais où on me posera parce qu'on choisit pas l'endroit où Mais si on vous démarre. pouviez choisir? Si je pouvais choisir, je serais au bord de la Méditerranée. Ouais. Je sais pas de quel côté. Avec quelques olives et... Avec à l'ombre de quelques oliviers. Voilà, merci et en regardant à tous la les mer. deux. Merci Audrey Dana, Merci, Alain Krugère. Judith. On retrouve tout de suite la chronique Parlons de vous qui met à l'honneur les personnalités, les marques et les gens qui s'engagent, tout simplement. Sud Radio, parlons de vous. Judith Belair. Parlons vrai, parlons de vous, parce que le changement commence avec vous sur Sud Radio. Je reçois Édouard Piens, qui est directeur stratégie et innovation de InVivo Group. Bonjour Édouard. Bonjour Judith. Bienvenue. Alors aujourd'hui, on parle résilience agricole avec vous, puisque Crédit Agricole InVivo Sophie Protéol, je l'ai bien descendu, et Unigrain dévoile une étude inédite. Comment rendre l'agriculture française souveraine, rentable et durable d'ici 2050. Alors j'ai envie de vous dire, comment? Comment? Alors déjà, cette étude, elle confirme une chose, c'est qu'elle confirme que le changement climatique va avoir un impact sur l'agriculture française. Elle va avoir un impact à deux niveaux. Elle va avoir un impact au niveau du nombre de jours de chaleur qui vont beaucoup augmenter, 7 à 14 jours de chaleur supplémentaires de plus de 30 degrés à horizon 2050. Donc c'est énorme. Et la deuxième chose, c'est que la pluviométrie va changer aussi. Plus de pluie. Il y aura plus de pluie à certains moments de l'année et moins de pluie à d'autres moments de l'année. Et cela de manière un peu différenciée suivant les régions. Donc elle confirme l'impact sur les changements climatiques. La deuxième chose, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'elle est en capacité de dire qu'il y a une voie de passage, il y a un chemin vers une agriculture résiliente malgré ces changements climatiques.
Alors justement, cette étude, qu'est-ce qu'elle va changer concrètement pour les agriculteurs sur le terrain, parce qu'on sait qu'il y a des défis énormes, qu'il y a des solutions concrètes pourtant, réalistes et urgentes qu'on peut mettre en place pour faire face à ces défis justement. Alors justement, le but de cette étude, effectivement, c'est de montrer qu'il existe ces leviers, qu'il existe des solutions pour c'est-à-dire contrer les effets de ce changement climatique. Il existe des solutions, des leviers qui sont de 3 natures, des leviers technologiques, des leviers économiques et des leviers agronomiques. Si je prends les leviers économiques, par exemple, on peut mettre des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments agricoles. Ouais. On peut mettre, si je prends un levier agronomique, on peut changer nos pratiques culturales, donc la manière dont on cultive et ceux qu'on plante aussi, j'imagine. Les choses qu'on plante. On peut changer les variétés, on peut changer effectivement, on peut remplacer certaines variétés qui ne sont plus adaptées à nos sols, qui sont plus adaptées au climat, en les remplaçant par des variétés un peu plus résistantes, résistantes au stress hydrique, au stress climatique. Vous avez en général. Un exemple ? Ah oui, par exemple, on peut implémenter des cultures comme du lin ou comme du chanvre, alors à une condition. Allez-y. C'est qu'il y ait un débouché. C'est-à-dire que si tous les agriculteurs se mettent à produire telle ou telle culture et qu'ils ne savent pas à qui ils vont vendre, les prix vont s'effondrer et on ne saura pas quoi faire de cette production. Donc, il est important de construire ces filières, il est important de bien réfléchir avant de mettre en place une nouvelle culture. Bien sûr. On est bien d'accord qu'aussi la résilience, ça rime forcément avec innovation, parce qu'aujourd'hui, il faut inventer des nouvelles solutions pour continuer à produire de manière durable. Oui, alors ce qu'on montre dans l'étude, et c'est aussi une bonne nouvelle, c'est que ces leviers innovants, ils ont en fait tous été testés dans les dernières années. Donc on les a déjà testés dans des fermes pilotes et maintenant ce que l'étude montre, c'est qu'il faut les implémenter, il faut les mettre en place à grande échelle. Partout. Il faut convaincre les agriculteurs aussi. Il faut convaincre les agriculteurs. Alors, ces leviers, ils seront différents suivant les exploitations, suivant les typologies d'exploitation, suivant les territoires dans lesquels elles sont situées. Bien évidemment, tout le monde n'aura pas les mêmes leviers à appliquer, mais il est important que tout le monde les applique de manière massive. Est-ce que vous avez un exemple concret d'innovation qui peut changer la donne ? Alors oui, les pratiques qu'on promeut aujourd'hui, c'est par exemple le moindre labour, c'est une pratique issue de l'agriculture régénératrice. Ouais. Le moindre labour, c'est de dire que l'on ne va pas labourer entre chaque culture, on va laisser la nature faire. Donc on va laisser les vers de terre creuser les galeries et aérer la terre, on va laisser les champignons et les bactéries nourrir la terre et transformer la terre pour qu'elle soit adaptée à la culture du blé, de l'orge, etc. Ça a l'air simple comme ça en fait, l'innovation, c'est des vieilles habitudes qu'on devrait reprendre. Le principe d'une bonne innovation, c'est qu'effectivement elle soit simple. La vérité, c'est que l'agriculteur, en mettant en place ces pratiques, prend des risques parce que on ne sait, il n'a qu'une seule culture par an, donc un seul revenu par an, et il faut que la manière dont il cultive son blé ou son orge puisse lui garantir qu'il aura les rendements espérés. Et ça, c'est faisable ? Alors, c'est faisable. Cette garantie, justement. Alors, la garantie est compliquée, notamment les premières années, parce qu'il faut apprendre. Mais ce que l'on montre, c'est que ça fonctionne. Donc, au bout de quelques années, oui, on peut dire que, en général, ces pratiques-là fonctionnent. Alors, selon vous, est-ce que la France, elle sera rentable et durable à l'horizon 2050, Édouard Piens ? Alors oui, la ferme France sera rentable et durable. En tout cas, si l'on passe à l'échelle, si l'on applique de manière massive ces leviers, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que pour appliquer ces leviers, il faut que l'ensemble de l'écosystème puisse se mobiliser pour appliquer, pour les mettre en œuvre, tout simplement. Donc l'écosystème, c'est les agriculteurs. L'écosystème, ce sont les agriculteurs, ce sont les coopératives, ce sont tous les acteurs du monde agricole, l'industrie agroalimentaire, les chambres, les pouvoirs publics, etc. D'accord. Et écoutez, c'est plus on est de fous, plus on rit. J'ai envie de dire, en tout cas, il faut allier les forces pour y arriver, quoi. Tout à fait. Merci Édouard Piens. Je rappelle que vous êtes directeur stratégie et innovation de InVivo Group. Merci. Merci à vous. C'était excellent. Audrey Dana et son roman Illuminé chez Jean-Claude Lattès. Absolument à lire, absolument. Je vous le conseille, sans oublier les 2 podcasts à suivre aussi de Audrey, Sous les jupes des femmes et Regarder l'invisible. C'est sur les réseaux sociaux, sur YouTube aussi. Et sur Spotify. Alain Krugère, votre encyclopédie culturelle de la gourmandise, je la recommande aussi. C'est chez Albin Michel et c'est On ne parle pas la bouche pleine. C'est savoureux. Merci à tous les deux. Merci à vous d'être avec nous chaque dimanche à 19h.
Belair pour cet excellent sur Sud Radio. Vous revenez la semaine prochaine, évidemment, parce que les belles histoires continuent. Et puis, on n'oublie pas Parlons Femmes le samedi à 13h30. Merci à Louane pour la réalisation et merci à tous. Bisous.